Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Arthur Toss, expert en nouvelles technologies pour la bourse au quotidien. Merci d'être avec nous. On a parlé la semaine dernière, Arthur, de la faillite de la Silicon Valley Bank, qui a été suivie par la mise en difficulté de plusieurs banques, notamment en Europe avec le Crédit Suisse, qui vient d'être acheté par UBS. Arthur, est-ce que tu penses faire une brève mise à jour de la situation? Que s'est-il passé depuis une semaine sur les marchés financiers? Alors, sur les marchés financiers bancaires, beaucoup de choses. Déjà, la semaine dernière, en gros, entre samedi et dimanche, il y a eu un, un micmac, on va dire, de l'État suisse qui a conduit à rendre assez complexe la compréhension des banques européennes. Donc, ce micmac, il est sur plusieurs points. En fait, ils ont fait reprendre Crédit Suisse par UBS. D'accord? Sauf qu'en fait, quand vous reprenez une société, vous avez généralement plus ou moins deux manières de le faire. D'accord? Soit ça va directement en faillite et donc il y a une procédure, vous allez face au juge, la société elle fait faillite, vous la reprenez en redressement judiciaire, en liquidation judiciaire. Ça c'est, enfin, chaque pays a ses méthodes, mais que vous soyez aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Suisse ou même en Chine ou au Japon, généralement le canevas est à peu près le même. Une société en difficulté, on la met en redressement, on a du mal, on la met en liquidation, etc. Et Donc, il y a forcément, Lehman Brothers. voilà. Et quand vous allez, plus vous avancez dans le processus, plus la personne qui reprend la banque va reprendre, ou même l'entreprise, va reprendre l'actif sans reprendre le gros du passif. D'accord? Voilà. C'est en gros, c'est ça l'histoire dans une procédure de faillite standard. Là, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, Crédit Suisse n'était pas en faillite. Crédit Suisse n'était pas encore en faillite. Elle n'a même pas été placée en faillite. Et en fait, on a fait une procédure de faillite alors que Crédit Suisse n'était pas en faillite. Donc ça, déjà, c'est un aléa moral pour l'investisseur qui est complexe. Parce que ça veut dire qu'un État peut arriver et faire un mix, parce que ce que les Suisses ont fait, c'est un truc très particulier qui est un mix entre une nationalisation et une mise en faillite. Truc, d'ailleurs, ils sont obligés de promulguer une loi spéciale pour le Crédit Suisse. Donc ça vous montre à quel point c'est un truc bien particulier qu'ils ont fait. Et ça, généralement, c'est jamais bon dans les marchés. Parce que les marchés, ils ont besoin de confiance. Ils ont besoin que les règles du jeu soient les mêmes pour tout le monde. Et si vous commencez à changer les règles du jeu, vous avez des ajustements de valeurs qui peuvent se faire et qui sont très complexes. Et c'est comme dans un séisme. C'est-à-dire, vous avez le séisme de base, puis après, vous avez les répliques du séisme. Et si vous voulez, même si vous avez réussi à survivre au séisme de base, ça peut être les répliques du séisme qui font que vous avez le château de cartes qui s'écroule. Donc ça, c'est l'aspect numéro un. L'aspect numéro 2, c'est qu'en plus de ça, les Suisses ont décidé de faire un cadeau à UBS, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont pris les obligations du Crédit Suisse qui sont repris par UBS, sauf les AT1. Les AT1, c'est des obligations. Alors en fait, quand vous êtes dans le monde obligataire ou même dans le monde action, quand une société est en difficulté, vous avez des strates. Plus vous êtes haut dans la strate, plus vous avez de chances d'être remboursé. D'accord? Donc généralement, toujours la même chose, l'actionnaire est tout en bas, l'obligataire est tout en haut. Et après, suivant les actions et suivant les obligations, au sein de ces classes, vous montez ou vous descendez. Donc, par exemple, plus une obligation est sécurisée, etc., plus vous allez être proche et vous allez être remboursé en premier. Moins elle est sécurisée, plus vous allez être remboursé en dernier. Même chose sur les actionnaires. Vous pouvez avoir des actions qui ont des droits de préférence de liquidation. Donc, en cas de liquidation de la société, vous avez une préférence vers les autres actionnaires, etc. D'accord? L'histoire a souvent été la même au niveau du droit. C'est quand il y a une liquidation d'une société, les obligataires sont en haut et après le dernier obligataire vient l'actionnaire. Et là, en fait, la Suisse a créé un aléa moral parce qu'elle a échangé la place des actionnaires et du dernier obligataire. Elle a fait un switch. C'est-à-dire que les actionnaires vont toucher très peu, parce que c'est le dixième du dixième de ce qu'ils ont mis, hein, et les obligataires qui sont en AT1, eux, vont toucher soi-disant zéro. Et donc ça, c'est un sacré aléa moral. C'est d'autant plus un aléa moral que chez les obligataires, il y avait quelque chose qui était inconscient et qui était problématique, c'est que tout le monde achetait ses AT1 One,
des banques en se disant que de toute façon, si vous achetiez une AT1 d'une banque qui était systémique, l'État allait forcément être obligé de faire un bail-in ou un bail-out, comme vous veut, donc de mettre de l'argent pour sauver la banque, et donc que vous alliez être remboursé. Et ça, cette vision du marché, on l'a plus. Du coup, sur tout ce qui est les AT1 il y a une complexité qui est en train de se mettre en place. En fait, c'est un rachat pour un prix symbolique, disons. Oui, oui, oui. La Suisse voulait pas nationaliser la banque, ils voulaient pas récupérer les actifs, ils ont dû s'arranger avec UBS en disant bon, en gros, vous reprenez la banque, vous allez essayer d'assainir le bilan ou en tout cas faire en sorte que ça engendre pas un risque systémique. Et voilà, le rachat est symbolique, donc après 2, 3 milliards, bon, c'est pas grand-chose puisque derrière, si je ne me trompe, enfin la BNS ou les autorités suisses se portent caution sur plusieurs milliards. Alors, en fait, il faut savoir que dans le deal, et ça, c'est pour ça que UBS est beaucoup monté, dans le deal, l'État suisse se porte caution sur les pertes qu'il pourrait y avoir à hauteur de 8 à 12 milliards. La BNS ouvre une ligne de crédit pour UBS de 100 milliards de dollars, extensible de 80 milliards. Donc, en gros, Wow. le package global, c'est So- 200 milliards. 200 milliards. Donc, Le ouais, package, on va dire pratiquement enfin, 70, 80, ouais, 70 fois le prix du rachat. voilà, c'est ça. Le Donc, package global, c'est ça. Parce qu'en fait, il faut que UBS puisse vendre les actifs correctement, etc. Il y a toute une stratégie qui va se mettre en place. Il y a le risque aussi que les gens se disent, bah, comme ils vont reprendre les poubelles du Crédit Suisse, ça peut faire un bank run. Donc, franchement, la Banque centrale suisse a tapé très fort. Par contre, effectivement, ce problème sur les AT1, il est important parce qu'une banque, c'est comme toute entreprise. Ça doit se financer. Et en gros, vous avez trois grands types de financement de la banque. D'accord. Financement numéro un, vous allez à la banque centrale, vous échangez du collatéral et vous obtenez de l'argent. Voilà. Ça, c'est les TLTRO, etc. Enfin, il y a plein de mécanismes. Ça, il y en a énormément. Financement numéro 2, c'est l'interbancaire. Ça, c'est pour des échéances très courtes. C'est la banque a besoin d'argent le lundi, mais elle sait qu'elle va en recevoir le mardi. Le lundi, elle a besoin d'équilibrer son bilan. Elle va voir la banque B qui a le système inverse pour X ou Y raison. La banque B prête à la banque A le lundi et le mardi, c'est la banque A qui prête à la banque B en remboursant et en prêtant en plus. Voilà. Donc ça nécessite quand même qu'il y ait une confiance dans le système parce que si vous vous dites, je suis pas sûr que mon voisin va tenir le week-end ou ce genre de choses, ça peut être un petit peu compliqué. Les interbancaires, c'est sur vraiment des horizons courts, hein. Le gros des interbancaires, c'est moins de 2 semaines, d'accord. Voilà. Et après, vous avez le marché obligation classique. Et là, sur les banques, vous avez du 3 mois, vous avez du 1 an, du 2 ans, du perpétuel. Enfin, il y a énormément de typologies d'obligations sur une bancaire. On va dire c'est la classe d'actifs derrière les États qui a le plus d'obligations différentes sur le marché à l'heure actuelle. Voilà. Vous avez les États qui ont le plus d'obligations de différents types, après les bancaires, et puis après, c'est les grandes boîtes, etc. Machin. Enfin, voilà. et, Euh, et là, et du coup, du, on voit les bancaires plonger. Aujourd'hui, les banques centrales continuent à augmenter les taux. Est-ce qu'il y a un risque de contagion? Est-ce que les banques ou le marché n'attend pas que d'autres banques centrales rentrent en action de manière concertée pour apporter, on va dire, des liquidités en illimité? Dire, si vous faites face à des retraits, nous, on vous apporte les liquidités nécessaires, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est la solution pour établir la confiance? Parce que là, je regardais la Deutsche Bank ce matin, les CDS, donc l'assurance contre un défaut de la Deutsche Bank, sont en hausse assez substantielle. Par ailleurs, bah, le cours de la Deutsche Bank baisse de 13% aujourd'hui. Les bancaires, de manière générale, baissent aussi. Qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent des annonces de la part des banques centrales ce week-end. alors, déjà, il faut savoir une chose. La réaction de la Banque centrale européenne et de la Banque centrale américaine et de la Banque centrale suisse, elles ont été fortes, mais les mécanismes qu'ont mis en place les banques centrales, c'est pas les mécanismes qu'on avait mis en place avant, les TLTRO, etc., qui étaient de l'argent gratuit pour les banques, où en fait, la banque, elle empruntait à X, elle vous réempruntait à truc, et il y avait une marge. D'accord. Là, la Fed et la BCE, etc., ont ouvert des guichets pour les banques. Mais par contre, ces guichets, ils sont avec un taux. Donc en fait, la banque n'est pas gagnante
à tous les coups en allant sur ce guichet-là. Elle emprunte pas à 0 pour redonner aux États à 5. D'accord? Donc, elle n'empoche pas un delta qui est considérable. Donc, en fait, l'idée des banques centrales, c'était que il y allait avoir besoin d'afflux de cash à court terme. Reprenez la vidéo que j'ai fait avec MC la dernière fois sur la Silicon Valley Bank, ça vous l'explique bien, avec le principe de on a des actifs, ces actifs-là ont des durations qui sont différentes à chaque fois, et on a des gens qui veulent reprendre leur cash, et si les deux se matchent pas, ben, on a beau avoir un actif qui est égal, voire même qui est supérieur au passif des clients, peut y avoir une inadéquation, parce qu'en fait, la capacité à transformer votre actif en cash est pas assez bonne à un instant T comme ça pour répondre aux besoins de vos clients. Mais ça, c'est adressé. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes une banque, vous allez voir la Fed ou la BCE, vous dites j'ai de la dette française à horizon 2 ans, et la BCE vous donne l'équivalent en euros de ce que vous avez mis, donc du nominal, sans le coupon. D'accord. Vous Le récupérez pas le nominal, coupon. donc elle prête des liquidités, moyennant le fait qu'on apporte du collatéral, donc des obligations, mais elle rachète pas les obligations. Non, elle prête et D'accord, elle prête. elle titrise ses obligations, mais attention. En fait, la problématique, c'est que beaucoup de banques ont monté leur bilan pendant la crise. C'est ce que j'avais expliqué avec MC. Et en fait, elles ont acheté de la dette qui était à 1 ou à 2%. D'accord? Donc, elles ont mis 100 sur la table et elles devaient toucher à horizon 3 ans 102 ou 101,5. Enfin, ça dépend du taux, etc. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que les taux sont tellement montés que la valeur faciale de ces obligations, elle a diminué. D'accord? Et pour toucher, récupérer le nominal plus le taux, il faut tenir l'obligation jusqu'à échéance. Sauf que comme il y a un bank run, elles ne peuvent pas tenir jusqu'à échéance. Donc, ce qu'ont fait les banques centrales, c'est de leur dire, écoutez, nous, on vous reprend l'obligation et on vous paye le nominal que vous aviez mis au début. Donc, déjà, la banque, elle perd le taux. Donc, ça, c'est pas une bonne chose pour la banque et pour son D'accord. bilan. D'accord? Et elle récupère que le nominal. Ça permet de répondre aux besoins de liquidité des gens. Mais par contre, ça crée un problème, c'est que ça abaisse le bilan des banques. Parce qu'en fait, c'est pas du tout comme avec le Covid et tout, de l'argent gratuit, où elles prêtent et où elles gagnent de l'argent facilement, etc. Donc ça, c'est déjà une première erreur des banques centrales, entre guillemets. On peut juger que ça soit une erreur ou pas. C'est qu'en fait, en faisant comme ça, on sait que le business de la banque va être plus compliqué dans les mois à venir. D'accord? Ça, c'est l'aspect numéro un de l'histoire. Et l'aspect numéro 2, c'est comme je vous ai dit, en revenant un peu en arrière, la banque, elle doit se financer. Donc, si les gens ont moins confiance en ces AT1 et en tout ce qui est au-dessus, en se disant qu'une banque peut faire faillite et qu'on peut, entre guillemets, dire à un obligataire, en fait, tu vas rien toucher. Les obligataires demandent à ce que les banques payent des premiums sur ces taux de financement. Et donc, à ce moment-là, la banque, à chaque fois qu'elle doit se refinancer, elle doit payer plus cher. À côté, elle a du mal à ouvrir du crédit parce qu'on est dans un retournement économique. Elle n'a pas la banque centrale qui le soutient. Donc, son business model complet est en train de redescendre. Et la marge des banques va diminuer. Et donc, forcément, les marchés financiers, ils savent ça. Et ils attaquent sur ce genre de choses-là. Parce qu'ils disent, la marge de la banque, elle va diminuer, sa rentabilité, elle va diminuer. En plus, s'il y a une crise, les actifs qu'a la banque, est-ce qu'ils valent X, Y, Z? Parce qu'en fait, finalement, les actifs de la SVB, c'était pas des actifs bidons. C'était juste le principe les actifs de la SVB, c'était avant tout du titre de dette américain et de l'immobilier US. Et en fait, le problème, c'était pas que les gens remboursaient plus, ou etc. Le problème, c'était qu'ils avaient pris des durations trop longues par rapport aux besoins de leurs clients. Voilà. Donc, ils s'étaient pas bien alignés sur leur vision cash. Mais là, la question qu'il peut y avoir et que se posent certains, surtout sur les banques italiennes, les banques espagnoles, enfin toutes ces banques-là, c'est si la crise arrive, est-ce que la valeur de ces actifs-là va rester à ce niveau-là? Ou est-ce qu'on ne va pas se retrouver comme en 2008? C'est-à-dire, j'ai prêté 100 à une personne, mais elle peut me rembourser que 50. Auquel cas, là, c'est même plus une question de duration. C'est une question vraiment de stabilité. Et tu as parlé des CDS. Mais du coup, tout ça, c'est de la confiance. Donc déjà, la Suisse a mis un aléa moral. On peut discuter de est-ce que pour économiser 14 milliards sur un deal, quand on met 200 milliards sur la table,
il n'aurait pas fallu rembourser les créanciers obligataires ou leur mettre un haircut de 20%, etc. Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, les créanciers du Crédit Suisse, ils avaient quand même signé un papier, d'accord, quand ils ont acheté des AT1 One, en disant on est conscient que la banque peut décider de nous convertir 100% en equity ou de nous enlever 100% de la valeur de nos titres si elle va mal. D'accord? Donc, en Suisse, certains te disent les obligataires savaient ce pourquoi ils ont signé. Donc voilà. Bon, moi, je pense qu'on aurait pu les convertir un petit peu en equity, leur offrir une porte de sortie peut-être avec 50-60% de leur mise, et ça permettait de gérer la chose, on va dire, avec un risque minimum. C'est pas le choix qu'on a fait. Mais du coup, on a mis de l'instabilité dans les marchés avec une confiance qui retombe. Donc, du coup, les taux de financement des banques remontent. Et en plus, ces histoires de CDS, c'est particulier parce que le marché des CDS, c'est un tout petit marché. D'accord? C'est vraiment ridicule comme marché. C'est quelques milliards, il y a très peu de CDS émis, etc. Donc, c'est des outils financiers qui ont tendance à avoir des volatilités extrêmes. Ça peut partir très, très haut. Et même quand vous êtes dans le cas du CDS, c'est pas sûr que le CDS vous sauve. Parce que par exemple, en Grèce, ceux qui avaient du CDS sur la Grèce, les trois quarts des banques, qui ont émis du CDS sur la Grèce n'ont pas été obligées d'honorer leur promesse de garantir l'obligataire parce qu'ils détenaient du CDS. D'accord? Donc ça, déjà, au niveau purement juridique, le CDS, c'est un outil qui est très complexe. Et ne pensez pas que parce que vous détenez du CDS, ça va forcément aller dans votre sauce. Mais comme c'est un marché qui est très petit, ce qui se passe, et ce que certains font, c'est ils achètent de la dette d'une banque, ils achètent le CDS, et en fait, ils sont long short. Sauf que comme il y a une volatilité qui est dingue sur le CDS, normalement, le CDS est censé monter beaucoup plus, la dette descend, et ils vont empocher le delta de volatilité, ça s'appelle. D'accord? Donc, c'est un truc vraiment autoréalisateur. Parce que sur la dette, il y a de la profondeur, ils vont en acheter, mais pas comme des fous. Sur le CDS, il n'y a pas de profondeur, mais ils vont en acheter comme des fous, donc ça fait monter le CDS. Donc, quand le CDS monte, on se dit que les gens ont peur qu'une banque fasse faillite. Donc, on prête à un taux, et vous avez un truc qui s'auto-entretient. Et alors, bon, là, on a la quasi-certitude que les banques centrales vont apporter des liquidités en quasi illimité aux banques. C'est déjà quasi limité. Voilà. Mais pour rassurer les marchés maintenant, enfin, qu'est-ce qu'ils attendent les marchés? Pour rassurer les marchés, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait que les banques centrales cessent d'augmenter leurs taux, voire Non, qu'il y ait des reculs final. non, alors je pense que effectivement, il faut arrêter de monter les taux, mais ça, je pense que macroéconomiquement, il y a une raison à ça, c'est qu'on voit quand même des Ouais. ralentissements, etc., et des choses, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Mais par contre, je pense que ce que les marchés attendent, c'est que les banques centrales reprennent ce qu'elles ont fait en 2020, en 2009, etc., c'est-à-dire des quasi-TLTRO, où en fait, la banque va forcément gagner de l'argent parce qu'elle va emprunter à un taux très très en dessous à la banque centrale, elle peut le remettre sur le marché et instantanément elle fait du gain. Et donc à ce moment-là, vous subventionnez le secteur bancaire, c'est un petit peu la chose, mais vous allez solidifier les bilans et ce genre de choses, ça marche. Pourquoi? Parce que si vous regardez, il y a deux pays où les banques baissent assez peu, c'est le Japon et la Chine. Et ces gens-là, ils font quoi? Ils ont encore des quasi-LTRO et ils ont un QE. Voilà. Alors, voilà, ça marche plutôt bien. Après, on peut juger que on peut pas aller toujours plus loin dans le QE, etc. Parce que sinon, un jour, ça va s'arrêter. La chose est quand même assez simple pour la Banque centrale européenne et la Banque centrale américaine. C'est que si demain, la Banque centrale américaine fait un QE, la Banque centrale européenne est obligée d'en faire un. Sinon, l'euro explose. Et qu'en fait, vous avez quand même, en gros, cinq banques centrales, enfin six, qui ont une grande puissance. C'est la Fed, c'est le king du king, la BCE, la Bank of China, la Bank of Japan, la Bank of England et la Banque centrale suisse. D'accord? Et avec ces six banques-là, vous avez plus ou moins le monde entier. D'accord? Parce que toutes les autres sont quand même vachement dépendantes de ces six-là. Et même les deux dernières, c'est-à-dire l'Angleterre et la Suisse, c'est le Oui, fin oui, fond de la première ligue, quoi. C'est voilà. marginal. Ouais, voilà, c'est vraiment marginal. Donc, au bout d'un moment, il y a aussi quelque chose qui se passe, c'est que si tout le monde fait un QE, bah en fait, vos monnaies, certes, elles peuvent perdre de la valeur, mais elles peuvent perdre de la valeur face à quoi? Déjà, elles peuvent pas perdre de la valeur entre elles, parce que toutes les monnaies font QE.
Donc, si vous augmentez la masse monétaire du dollar de 10, de l'euro de 10, du yen de 10, du yuan de 10, etc., au final, tout le monde est passé à 110 et c'est tout. La seule chose… Ça peut booster l'inflation, non? Ah oui, la seule Par chose que rapport à ça… des actifs tangibles, réels, enfin voilà, matière Voilà, première ou autre. la seule chose que ça peut faire, c'est ça contribue à l'inflation ou ça contribue à donner envie à des gens d'acheter des actifs tangibles qui peuvent avoir un effet plus ou moins monétaire. Donc, en gros, là-dedans, on pense à deux trucs, c'est le Bitcoin et l'or. Voilà. Alors après, il y a ceux qui vont gueuler sur le Bitcoin, etc. Mais en gros, c'est ces deux trucs-là. Voilà. Donc, ça peut le faire. Est-ce que émettre de la monnaie fait forcément de l'inflation? Ça, la théorie économique n'est pas vraiment sûre, surtout ce qu'on appelle la nouvelle théorie économique, ce qui arrive depuis, on va dire, les années 90, où on est beaucoup moins sûr que la planche à billets ait la même capacité de driver l'inflation qu'il y avait avant. Mais je pense que l'inflation est un mécanisme qui s'auto-entretient et qui démarre par des choses très atypiques. Et par exemple, je pense que là, on a eu une inflation. Je pense que effectivement, c'est dû au fait qu'on a été trop loin dans la planche à billets, mais c'est aussi dû au fait que les gens ont commencé par ne plus consommer. Ils ont été reconsommés. Et donc, quand tout le monde a envie d'aller au restaurant, qu'est-ce qui se passe? Le restaurateur, il peut vous mettre 2 euros ou 3 euros de plus sur le plat. Vous avez tous envie d'y aller, vous avez passé un an sans y aller. Et en Ouais. fait, quand le restaurateur le fait, son voisin, il fait pareil. Et en fait, l'inflation, c'est un peu comme la panique bancaire. C'est un truc qui s'auto-entretient et vous avez toujours un petit copain qui y réussit. Un bon exemple comme ça, c'est Pepsi. Pepsi, ça a été les premiers à monter l'inflation. Quand Pepsi a commencé à mettre 5-10 points de prix dans ces trimestriels, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que beaucoup de gens ont dit, mais attendez, Pepsi, il monte de 10 points les prix. Pourquoi est-ce que Coca-Cola, vous montez pas de 10 points les prix? Pourquoi vous les montez que de 3? Ouais. Et donc après, il y a un système un peu qui s'auto-entretient. Et tant que vous n'avez pas une limite, c'est-à-dire que le consommateur vous dit, non, écoute, là maintenant, le Pepsi, il a monté trop, j'en consomme plus et je bois de la flotte. Et là, votre volume s'effondre et vous avez atteint le pic de l'inflation, ça peut durer longtemps. Ça peut durer longtemps. Et est-ce que la Banque centrale peut avoir un effet? En théorie, plus elle monte les taux, plus cet effet de plafond sur le volume va arriver vite, parce que les consommateurs vont avoir moins de capacité d'avoir du cash, etc. Et ils vont moins consommer. Et du coup, vous faites comme ça. Mais moi, je suis toujours parti du principe que l'inflation, à mon avis, dans nos économies maintenant mondialisées, etc., c'est moins un problème de politique monétaire qu'un problème de politique publique. Voilà. Après, les C'est… 10%, les 10% d'inflation qu'on s'est pris en zone euro, concrètement, les prix, ils baisseront pas. Enfin, tu regardes, bon, allez, allez, un exemple, le prix de la baguette. Donc, c'était lié à la hausse des prix de l'énergie, du blé. Là, le blé baisse de manière significative avec les importations venues d'Ukraine. Au niveau des prix de l'énergie, ça s'est calmé. Je suis pas sûr que le prix de la baguette baisse. Ah non, non, non. Mais une fois que vous avez monté un prix, généralement, les boîtes redescendent plus le prix, sauf s'il y a une concurrence. Et alors, à ce moment-là, le prix de la baguette, ça peut être un bon exemple. Il y a 15 ans, tout le monde la prenait chez le boulanger. Et maintenant, vous voyez que Monoprix, Carrefour, etc. font des super zones boulangerie et créent des super choses. Et vous pouvez pas dire que la baguette que vous trouvez chez Monoprix, chez Carrefour, etc. est vraiment Non, 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 industrielle. moi, je préfère la baguette tradition du boulanger quand même. Chacun, chacun sa vision. Mais en fait, maintenant, il y a vraiment un boulanger chez Carrefour et Monoprix, dans les grandes zones où Oui, il y a vraiment quelqu'un. À l'époque, c'était, vous le faisiez dans une usine et puis il chauffait à la dernière minute au magasin. Maintenant, ils ont recruté quelqu'un pour le faire. Parce qu'en fait, il y a un tel delta entre le prix qu'eux peuvent sortir et le prix de l'artisan que forcément, il y a un nouveau terrain de jeu et ils rentrent dans ce terrain de jeu-là. Et donc, tant que eux, ils n'ont pas poussé le modèle, qu'ils ne sont pas rentrés encore plus loin dans le terrain de jeu, effectivement, les boulangers peuvent être intéressés à garder des prix hauts. Mais au bout d'un moment, la mécanique de marché, elle s'installe et je pense qu'elle s'installe beaucoup plus rapidement qu'avant. Mais de toute façon, un prix, c'est toujours inflationniste dans le temps.
C'est pour ça que les gens, inconsciemment, ils disent toujours à l'inflation, machin, mais c'est normal. Quand on a payé 80 centimes une baguette, si 100 ans plus tard, vous la payez encore 80 centimes, c'est que l'économie, elle a un très gros problème. Parce que vous n'avez aucune inflation, et ça, c'est pas bon. Parce que normalement, vous avez quand même créé de la valeur, vous avez quand même vécu plus longtemps, etc. Vous avez quand même des salaires qui ont un petit peu augmenté et tout ça. Donc, il est censé y avoir une inflation. Et on rattrape aussi une partie de l'inflation qu'on n'a pas eu des années 2010 jusqu'à 2019 à peu près. Où c'est vrai que sur certains produits et services, il n'y avait pas du tout d'inflation. D'accord? Mais il faut quand même prendre une chose en constante. Le pétrole, qui est quand même un bon indicateur, il est monté jusqu'à 130, 100 et quelques. Là, en 2008, il était monté jusqu'à 150. Hein. Donc, Ouais. vous voyez, et si vous l'inflatez ne serait-ce que de 1% par an parce que vous jugez qu'il y a plus de monnaie, etc., ça veut dire qu'en fait, le pétrole, il aurait dû monter à 160, 165, un truc comme ça. Donc, voilà, je pense qu'il y a une conjonction de facteurs et qu'il ne faut pas s'imaginer que l'équation est très simple et que la Banque centrale met de l'argent dans la machine, forcément, ça fait de l'inflation à la fin. C'est pas tout à fait comme ça à notre époque. Il y a une notion derrière qui est un petit peu plus complexe. D'ailleurs, vous le voyez bien, la Chine est le pays qui a commencé la planche à billets le plus tôt, depuis que on a le ralentissement, etc. Et pourtant, c'est un des pays qui a le moins d'inflation. Mm. Vous voyez bien que c'est pas une équation extrêmement simple qui est là. Mais vas-y. Donc les banques centrales, pour toi, elles vont continuer leur rythme d'augmentation de taux Non, ou... pour moi, les banques centrales elles vont arrêter de monter les taux D'accord. et elles vont être obligées de faire un QE. Ok. Voilà. Et Et je vous pense trouvez, que au bout, potentiel. Ouais, vas-y. au bout de combien de temps on pourra constater l'effet de l'augmentation des taux sur l'économie réelle? Il y a toujours un décalage en Le termes, ralentissement, ouais, un ralentissement, ouais. Moins d'investissement, etc. Enfin, des entreprises qui dégagent moins de marge parce qu'il y en a certaines qui roulent leurs dettes. Il y a aussi des besoins de trésorerie. Quand est-ce qu'on verra vraiment, enfin, des résultats concrets de cette politique d'augmentation des taux? ah mais tu le vois déjà. Tu le vois déjà sur beaucoup d'indicateurs. Le Ok. problème, c'est qu'en fait, il y a toujours il y a toujours une problématique quand vous avez des indicateurs. C'est l'indicateur, si vous le regardez à l'instant T, il vous montre toujours la température de la veille et jamais la température du jour même. Et ça, c'est normal. C'est la même chose. Je vais prendre un exemple très simple. Vous êtes malade, vous avez la grippe, vous êtes malade avant d'avoir de la fièvre. Hmm. Vous avez incubé la maladie avant. D'accord? Et généralement, vous avez plus de symptômes, d'accord? Et vous êtes encore un peu malade. Parce que l'effet de descente, le moment où les symptômes s'arrêtent et l'effet où vous êtes encore pas plus du tout malade, peut y avoir un delta. Et ça, c'est des choses qu'en économie, on a trop souvent et qu'on oublie trop souvent. C'est-à-dire, il y a plein d'indicateurs, surtout aux États-Unis, qui nous indiquent des ralentissements. Moi, j'en parle dans mon service, il y a un indicateur qui est très simple, le fret US, camion. Ouais. D'accord? Fret US camion, c'est plus de 50% du volume du fret US. Donc, vous n'êtes pas sur quelque chose, on peut vous dire, c'est un petit bout du fret, machin, etc. Fret US camion, et pour le train d'ailleurs, c'est la même chose. Avec train et camion, vous êtes quasiment à 80% du fret US, même un peu plus. D'accord? Le fret US, à l'heure actuelle, au niveau prix, vous êtes revenu sur les prix de 2019, qui sont des plus bas de 10 ans. Ok. Donc, si ces prix sont aussi bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des camions et qu'en face, vous avez des entreprises qui veulent remplir des camions et il y a trop de camions par rapport au nombre d'entreprises qui veulent remplir. Donc, soit il y a deux choix. Soit on a acheté trop de camions, Hmm. soit on envoie beaucoup moins de colis qu'avant. Je pense qu'il y a un petit peu des deux. D'accord? Mais je pense que surtout, on a beaucoup du deuxième. D'ailleurs, vous avez la même chose sur le fret international. Si vous prenez les indices de shipping, d'accord, international, vous voyez que le seul indice qui est vraiment plus haut que son indice de long terme, c'est EU vers États-Unis et États-Unis vers EU. C'est le seul indice qui est vraiment beaucoup plus haut. Si on reprend 5 ans, on va dire normal, c'est-à-dire de 2014 jusqu'à 2019, qu'on reprend le plus haut du Covid et tout ça, et qu'on retrace un peu tout ça et qu'on essaye de comprendre, le seul qui est vraiment en dehors de ces métriques de long terme, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que comme vous avez un aspect de relocalisation, vous avez un aspect où on retravaille plus entre les États-Unis et l'Europe et les États-Unis,
Et du coup, il n'y a pas encore d'adaptation sur la capacité des matières premières et aussi des biens à circuler entre l'Europe et les États-Unis efficacement. Voilà. Donc, Mais ça va s'adapter. est-ce que le marché n'intègre pas par ailleurs un risque de récession réelle aux Ah bah, États-Unis, en Europe? bien sûr. Mais entre guillemets, là, on va avoir le plus bel exemple de pourquoi une banque centrale est quand même largement limitée et de pourquoi, avant tout, d'accord, le politique fait l'économie, plus que la banque centrale. Et pendant trop longtemps, on s'est dit, la banque centrale fait l'économie plus que le politique. C'est faux. Le politique fait l'économie. La banque centrale est un meilleur pompier que le politique. Et c'est tout. Le seul boulot que peut faire la banque centrale, c'est le pompier. Parce que, en dernier ressort, la banque centrale peut arriver et dire, les gars, n'importe quel actif, je lui donne de la valeur et j'émets, et de toute façon, vous pouvez faire ce que vous voulez. On a décidé à 6 autour d'une table qu'on allait émettre. Et de toute façon, vous voulez acheter de l'or, mais allez-y. Mais quand vous allez aller au magasin et que vous allez vouloir payer avec votre Napoléon, personne ne le prendra. Vous voulez acheter des bitcoins, allez-y, mais on vous cassera les pieds. Et d'ailleurs, qu'est-ce que fait la SEC en ce moment? C'est casser les pieds de tout le monde. Hein, ils ont attaqué Justin Sun, le mec qui fait Tron. Ils sont en train d'attaquer Coinbase, etc. Alors qu'ils pataugent depuis 4 ans dans le même procès sur le même type d'attaque face à Ripple Lab. Ça fait 4 ans qu'ils y sont, ils n'ont toujours pas gagné. D'accord? Et ils sont plutôt d'ailleurs en train de perdre. Et pourtant, ils attaquent. Pourquoi? Parce qu'ils savent bien que tout le monde ne doit pas passer au Bitcoin, etc. Parce que là, effectivement, le défaut qu'avait l'or, c'est que tu peux pas le découper facilement et tu peux pas payer facilement avec. Le Bitcoin, c'est plus facile. Tu prends un téléphone, tu poses, tu payes. Voilà. Alors après, il y a la volatilité, etc. Et ce qui sauve les banques centrales, c'est quoi? C'est que les pays où le Bitcoin a beaucoup progressé récemment, c'est les pays émergents. D'accord? Nigeria, où il y a une crise de liquidité. Kenya, où il y a une crise de liquidité. Turquie, etc. N'oubliez pas, Argentine. Moi, je parlais récemment avec un économiste argentin. 16% de la population argentine détient du Bitcoin. 16%. On est à 3% en France. Ouais. D'accord? Donc, pour ces banques centrales-là, c'est un énorme problème. Parce que 16% et eux l'utilisent. Nous, en France, c'est essentiellement de la spéculation ou du placement, alors que peut-être que eux, ça leur sert dans leurs échanges, mais ça leur sert dans leur vie leurs au échanges quotidien. quotidiens. Ouais. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que nous, en ce moment, là, on discute, on a peur des banques. D'accord? Mais entre guillemets, est-ce que quelqu'un ici, tous ceux qui vont voir la vidéo, etc., est-ce que quelqu'un ici a déjà vécu le fait que sa banque ferme le vendredi soir, réouvre le lundi matin et qu'on lui dise, tu avais 250 000 balles, tu n'as plus que 100 000 balles. Et ta monnaie, elle valait X face au dollar, elle vaut plus que Y. Ouais. Personne n'a vécu ça. Seuls les gens qui ont été en Grèce en 2008 ont vécu ça dans les pays occidentaux. C'est le seul exemple. Les Portugais l'ont pas vécu, les Espagnols l'ont pas vécu. Le seul qui l'a vécu, c'est le Grec en 2008, et ça sera l'erreur des Allemands qui porteront pendant encore des siècles et des siècles, c'est d'avoir voulu punir les gens. Et là, on a fait la même erreur d'ailleurs. Mais c'est notre côté un peu judéo-chrétien. C'est quand il y a une erreur de quelqu'un, on veut forcément le punir, faut se flageller. D'accord? Moi, je pense que c'est une connerie. Faut faire venir la justice, c'est-à-dire que les mecs du Crédit Suisse, ils ont fait des conneries, les mecs de la SVB, ils ont fait des conneries, bah ils doivent aller en prison, voilà. Ils doivent payer avec leur argent, on doit les mettre sur la paille, etc. Mais par contre, on doit pas dire tout le système financier doit se flageller parce qu'il a fait ceci, cela, machin, etc. Enfin, sinon vous en sortez pas et c'est un truc qui fonctionne pas, d'accord? Ouais. Mais en fait, quand tu regardes, personne n'a vécu ça. Par contre, dans les pays émergents, je peux vous citer un paquet de pays émergents où la banque, elle a fermé le vendredi et le lundi matin, vous n'avez plus la même chose. Il y a même des pays où c'est constamment le cas. Le Liban, Ouais, Liban, ouais. l'Argentine, le machin. Voilà, vous détenez pas votre L'Argentine, ils ont argent. l'habitude, ouais, effectivement. Et c'est Donc, vrai qu'en donc Grèce, je me souviens, enfin, ils étaient limités à 40 euros de retrait par jour, contrôle des capitaux strict. Ouais, ils pouvaient pas sortir plus de ah 2000, non, 1000 euros. je m'excuse. Il y a un Oui. deuxième pays auquel c'est arrivé en Europe. Je viens d'y penser. Chypre, C'est Chypre. ouais. Au-dessus Mais de 100 Chypre, 000, ouais, au-dessus de 100 000, voilà. C'est ils ont Chypre, fait. Chypre et la Grèce, et c'est sur certaines banques et sur certains types de comptes. Voilà. Mais c'est en gros, Et en quelques jours avant la faillite bancaire à Chypre, c'était Draghi qui disait que tous les dépôts de la zone euro étaient protégés. ouais.
Ouais. Ouais. Mais ils ont Résultat, décidé de faire de pas respecter ce qu'ils ont dit et je pense que c'est d'ailleurs à mon avis une des erreurs qui a fait que l'Europe a pâti de croissance plus faible et d'une inflation plus faible après pendant longtemps parce que la Banque centrale a pas respecté ce que vous faites. Il faut bien savoir une chose en politique monétaire, dès que vous faites une erreur, vous êtes obligé de mettre 50 fois plus que ce que vous allez enlever. Et vous avez l'exemple typique ici. Vous voyez, on a fait un QT, on a enlevé X. En quelques jours, on a déjà remis quasiment 60% de ce qu'on avait enlevé dans le bilan des banques centrales. oui, parce que c'est Pourquoi? vrai que là, les banques centrales, enfin la Banque centrale européenne rachète moins de dettes des pays de la zone euro. Oui, mais par contre, elle donne de l'oxygène aux banques de la zone euro. Donc, si tu veux, son bilan Ouais, augmente. Alors, c'est pas tout à fait un QE, c'est pas les mêmes strates de bilan qu'augmentent, mais entre guillemets, on avait enlevé X de liquidité et en gros, en Europe, on a rajouté quasiment 35% de la liquidité qu'on avait enlevée et aux États-Unis, ils sont à 60%. Donc, voilà. Et l'idée, c'est toujours la même chose. C'est que si vous voulez enlever la liquidité parce que vous avez fait un QE, faut pas faire la hausse des taux comme a fait les Américains en ligne droite d'un seul coup comme ça. Parce que ça, c'était ouais, sûr que ça allait vers une problématique considérable. C'est comme un camé. Un camé, vous passez pas de ouais. vous lui donnez de la drogue 3 fois par jour à du jour au lendemain, vous faites plus rien. Sinon, la période de sevrage, elle doit se faire petit à petit. Et en fait, ils ont merdé sur la période de sevrage. Après, on peut discuter du pourquoi, du comment ils ont merdé sur la période de sevrage. Je pense que c'est encore un autre débat, etc. Mais en gros, pour les banques centrales européennes et américaines, l'idée c'est quoi? C'est est-ce que si je fais un QE, les gens vont perdre confiance dans ma monnaie? Et en gros, vous avez assez peu de chances que ça arrive. Parce que vous voyez que le seul actif qui peut réellement l'être, c'est le Bitcoin. Et il y a trop de volatilité sur le Bitcoin pour que ça le devienne. C'est-à-dire qu'avant que Madame Michu se dise, au lieu de mettre à ma banque et d'avoir des euros, je vais acheter du Bitcoin dans les pays occidentaux, je ne pense pas que ça soit demain. Bon, il y a l'or, hein, toujours. Oui, mais la problématique de l'or, c'est toujours la même chose. C'est que l'or, c'est pas toi qui le stocke, c'est une banque ou c'est une société, donc il faut que tu aies confiance en cette société. Et qu'après, il faut que tu sois capable de payer ta baguette avec un bout d'or, etc. L'or a toujours eu le même problème. C'est-à-dire que l'or, effectivement, vous êtes plus sur une confiance envers une banque centrale, mais vous êtes sur une confiance envers le prestataire qui stocke votre or. D'accord? Et alors attention, hein, parce que ça, vous pouvez aussi revenir dans l'histoire, mais le nombre de prestataires qui ont stocké de l'or et qui en fait n'avaient pas tout l'or qu'ils avaient dit, etc., machin, Ouais. vous allez en voir un paquet. Des mecs qui avaient stocké des lingots de bronze et qui les avaient peints en jaune, etc. Ou qui avaient... on peut, dans l'histoire, il y a des trucs marrants. Donc en fait, si vous voulez, quand vous êtes bullish or, il faut se dire, ok, mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'or dans la vie, etc. Donc en fait, c'est bien beau d'avoir de l'or, mais faut globalement être avec un mec, vous êtes sûr qu'il va stocker votre or correctement, sans vous prendre trop d'argent, parce que c'est un coût de stocker de l'or, faut un coffre, machin et tout ça, qu'il va être capable de vous offrir un moyen de paiement que n'importe qui va prendre, sur lequel il va découper un tout petit bout d'or que vous détenez, etc., le donner à quelqu'un d'autre, et ça devient compliqué si vous voulez. Enfin, vous avez Ocoff qui fait ça avec la Veracash et tout ça, Ouais. mais en fait, Un très c'est bon comme une système, banque. d'ailleurs. Ouais. C'est comme une banque. C'est-à-dire que le jour où vous n'avez plus confiance en Ocoff et en Veracash, vous avez beau avoir de l'or derrière, ça vaut rien. Ouais, donc, Voilà. ouais, dans des proportions raisonnables, ou sinon un trou au fond de son jardin, mais il faut le dire à personne, quoi. Voilà, c'est ça. Tel que Napoléon. Et Voilà, Babel. c'est ça. Donc pour les banques centrales occidentales, si vous voulez, il n'y a pas vraiment de risque à D'accord. l'émission monétaire. Et donc c'est pour ça que moi je pense qu'elles vont émettre, parce que si ça va trop loin, l'effet systémique est colossal. D'accord? Donc Vraiment là, on est colossal. face, enfin, avec la baisse des marchés, la baisse des bancaires, on est face à une espèce de petit poker menteur ou un coup de pression de la part des marchés pour dire en gros aux banques centrales, il va falloir injecter des liquidités euh, Ah oui, et être moins agressif dans la hausse des taux, voire rétro-pédaler, quitte à laisser courir l'inflation. Euh, je pense pas que tu auras d'inflation parce qu'il faut bien savoir une chose, c'est que ce qui provoque de l'inflation, c'est qu'effectivement, tu as de l'investissement. Mais pour que tu aies de l'investissement, il faut que ton partenaire bancaire il fasse quelque chose. Et là, je pense que les banques européennes et américaines vont drastiquement réduire l'accès au crédit. Vraiment drastiquement. Et ça va être très, très, très violent.
Et du coup, forcément, il va y avoir un ralentissement qui va être assez important. Il faut savoir une chose, c'est que en gros, les banques communautaires, enfin les banques de petite taille aux États-Unis, c'est 60% du crédit immobilier aux US. D'accord? Ouais. Donc ça veut dire que si demain ces banques-là, elles commencent à moins offrir de crédit, etc., le marché immobilier US, il s'arrête. Et vous savez ce qu'on dit, le marché immobilier et le secteur de l'immobilier, c'est généralement, allez, entre 15 et 20% d'un PIB d'un État. D'accord? Si vous prenez élargi, vous arrivez largement à 30-35 avec les gens qui vivent que de ça, etc., machin. Donc le jour où vous avez ce secteur-là qui commence à ralentir, tout ralentit, quoi. Et là, vous allez voir un ralentissement qui va être assez fort. La seule chose qui pourrait, entre guillemets, faire attendre les banques centrales, c'est qu'en fait, les banques centrales font à partir, justement, comme tu le dis, le poker menteur, c'est que elles veulent que les banques aient peur pour qu'elles donnent moins de crédit, ce qui va ralentir l'inflation. Et après, elles veulent quand même être là pour pas que les banques fassent faillite. Donc, il faut aller le plus loin possible, mais il faut pas, entre guillemets, dépasser la ligne jaune. Sinon, il peut y avoir un système d'emballement qui se met en place. Aux États-Unis, le système d'emballement, il est bien avancé. En Europe, si Deutsche Bank commence à avoir des problèmes, on pourra dire qu'on est sur la même politique qu'aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on sera aussi avancé. Parce que là, en Europe, entre guillemets, à part Crédit Suisse, mais qui était en difficulté depuis longtemps, personne n'est encore vraiment en grande difficulté. Alors que aux États-Unis, vous avez quand même eu la signature, la Silvergate, la Silicon Valley Bank, vous avez la First Bank, etc. Donc ça commence à faire, si vous voulez. Après, si on rentre en récession, enfin, suite à la hausse des taux, ralentissement économique, etc., les banques, elles vont devoir matérialiser des pertes, enfin, dans leur bilan. Il va y avoir des défauts de paiement ou autre. Oui, Ça, est-ce que c'est pas le marché, une espèce de prise de conscience comme ça du jour au lendemain, qui se dit, comme avec la Silicon Valley Bank, où finalement ils se sont dit, mais ah oui, il y a des retraits significatifs, mais la valeur sur le marché de l'occasion de leurs obligations pour faire face à des retraits significatifs font qu'elles pourraient se retrouver à court de liquidité. Est-ce que le marché n'intègre pas le fait que la récession euh, va réduire, on va dire, les actifs des banques bien sûr que si. C'est d'accord. autoréalisateur. C'est Ok. autoréalisateur. C'est pour ça que pour les banques, ça va être très compliqué et que moi, je vous dis, euh, à mon avis, il faut être en dehors du secteur bancaire. Voilà. Moi, je short jamais. Je pense que c'est une erreur parce qu'en fait, quand vous shortez, le gain est limité. Quand vous achetez une action, le gain est illimité. Donc déjà, l'équilibre n'est pas tout à fait le même. Mais ça, c'est ma vision très buffettienne de la chose. Voilà. Mais je pense qu'effectivement, pour le secteur bancaire, ça va être très, très compliqué. Parce que les bilans vont être compliqués, les capacités à transmettre du crédit à l'économie vont être compliquées. Or, c'est quand même le boulot d'une banque. Les capacités à transmettre du prix de la prestation de service sont de plus en plus compliquées parce qu'en face de vous, vous avez quand même des fintechs qui vous disruptent sur quasiment tous les points et ça va continuer. Donc, vous pouvez pas monter des prix, c'est-à-dire que vous pouvez pas dire ah bah oui, vous avez un compte chez moi, la tenue de compte maintenant, c'est 40 balles par mois. Parce que Ok, sinon, donc les actions bancaires, toi, tu resterais clairement à l'écart. oui, oui. Après, pour toi, on n'aura pas forcément de faillite d'une grande banque. Pour moi, vous pouvez faire un truc qui peut être intéressant, c'est acheter de l'oblique d'État si vous avez peur. Vous achetez de l'oblique d'État français, de l'oblique d'État américain. Voilà. Pourquoi? Parce que si vous achetez une oblique, vous allez toucher, suivant l'oblique que vous achetez, entre 3 et 4. D'accord? Donc, vous sécurisez 3 ou 4 de rendement. Ce qui est pas dingue sur un aspect de long terme, mais si vous êtes un profil, entre guillemets, petit épargnant, que vous avez peur, que vous êtes à la retraite et que vous voulez pas perdre votre capital sur les 5-6 prochaines années, vous n'avez peut-être pas besoin de faire 25% à l'année pour bien vivre. Vous voulez juste sécuriser. Donc, vous achetez des bons d'État en diversifiant. Il y a deux choses. Soit l'inflation continue et les choses ne claquent pas et ne s'écrasent pas et vous allez faire vos 3-4 et vous allez être un peu perdant, mais quand même moins perdant qu'en ayant dit livret A ou moins perdant qu'en ayant autre chose. Soit les choses vont se tendre et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? On va fly to quality et tout le monde va acheter des obligations, les taux d'État vont descendre et vous allez gagner rapidement. Donc une solution, si vous êtes vraiment averse au risque,
ça peut être d'être long taux d'État, long or. Et si vous voulez rajouter un peu de, de piment, vous pouvez être long Bitcoin aussi. Et si vous êtes comme ça, vous avez un portefeuille qui est très, très sécurisé et qui ne devrait pas sous-performer de manière complètement dingue si l'économie va pas dans le bon sens. Et si on est obligé et si l'inflation continue à augmenter, etc., vous ne devriez pas sous-performer, etc. Après, bien sûr, c'est pas un portefeuille avec lequel vous allez faire 10% par an, quoi, hein. Mais ça peut vous permettre d'être sur les 3-5% et de pas risquer de perdre 25%, etc. Donc pour ceux qui sont vraiment comme ça peut être ce genre de choses. Après, comme je vous ai dit, il y a aussi la stratégie longue obligation bancaire, longue CDS, et du coup, vous allez vous compenser et vous allez capter. Mais par contre, pour aller acheter du CDS, c'est compliqué, hein. C'est beaucoup plus complexe. Voilà. Donc pour résumer, on va dire que pour les mois à venir, ce qui va driver la performance des marchés, ça va être la décision des banques centrales. C'est plus ou moins elles qui vont faire le marché, sauf gros événements macro, géopolitiques ou autres. De toute façon, dites-vous une chose, le marché dans sa globalité, il y a deux choses qui drivent les prix vers la hausse. D'accord? Deux grandes choses qui drivent les prix vers la hausse. C'est le bilan des banques. Plus le bilan augmente, plus le marché monte. Voilà. Et c'est la masse monétaire à investir que vous avez. Et entre guillemets, le bilan des banques influe sur la masse monétaire que vous avez à investir. Et il y a autre chose qui influe sur la masse monétaire que vous avez à investir, c'est le nombre d'humains qu'on est sur Terre, d'accord, à avoir besoin d'investir, et l'âge qu'on a. Plus on vit vieux, plus on va investir un montant en volume qui va être important. Donc, si vous pensez que les banques centrales vont continuer à émettre, qu'on va continuer à vivre de plus en plus vieux, le marché, il va croître. Vous aurez peut-être des moments où ça va descendre, etc. Mais globalement, sur 10 ou 15 ans, le marché, il ira beaucoup, beaucoup plus loin. D'accord? C'est ça. Et si vous avez une vision que le marché doit exploser, il y a deux choses. Soit vous visez la troisième guerre mondiale avec tout ce que ça suit, perte de confiance Ouais, ce sera le généralisée, dernier de nos soucis de toute manière. Ouais, voilà. la valeur de nos actions, nos Conflit actifs Chine, financiers. Ouais. États-Unis, machin, et tout ça. Auquel cas, si vous avez des actions, je pense que ça ne posera pas, ou même si vous avez de l'immobilier, parce que si les Chinois s'amusent à bombarder Paris, vous pouvez avoir un joli 3 pièces sur les Champs-Élysées. Je suis pas convaincu que c'est une très grande valeur à la fin. Nos bureaux Euh, sont sur les Champs-Élysées, du coup, c'est compliqué. J'espère pas. voilà. Mais du coup, l'idée, elle est là-dessus. Et après, sinon, vous pouvez avoir une autre vision qui est effectivement, les marchés sont peut-être arrivés au top de long terme et vont garder le prix actuel. Il va falloir juste faire des arbitrages pour avoir les bonnes valeurs. Et ça marche. Si vous imaginez que la population mondiale qui a les moyens d'investir va plus croître, va même plutôt un peu diminuer. Et si vous imaginez que l'âge moyen de la population de la planète va pas continuer à croître, c'est-à-dire que l'espérance de vie va pas continuer à monter. Si vous imaginez que ces deux choses-là vont se retourner, effectivement, même avec un afflux de masse monétaire, pourrait y avoir des marchés qui ne montent plus et qui range. Baisser, enfin, la nouvelle théorie économique est pas tout à fait Ouais, donc il certaine faudra être là-dessus. particulièrement, enfin, il faudra être plus sélectif, faire plus de stock picking et aller chercher, voilà, plus bosser pour intégrer de bonnes valeurs en portefeuille. Voilà. Si vraiment l'humanité arrête de croître, etc., c'est le stock picking sera plus intéressant. Mais c'est pas vraiment ce qu'on voit dans les données. À l'heure actuelle, vous voyez pas ça. Vous avez quand même une espérance de vie qui continue à croître. Vous avez l'intelligence artificielle, tout ça qui arrive. Donc moi, je suis plutôt sur l'idée que le côté bullish va continuer. Et je pense que même si vous réfléchissez, et pour finir, ça sera tout, pour vous mettre un peu toutes les armes de votre côté, même si vous réfléchissez en tant que qu'État, etc., pour rembourser la dette des États, vous avez deux choix, en gros. D'accord? De l'inflation, sauf que trop d'inflation, c'est pas une bonne chose. Et à l'heure actuelle, il faudrait quand même des taux d'inflation de dingue sur très longtemps pour rembourser la dette française, la dette américaine, etc. Ou une hausse considérable du PIB avec une croissance considérable. Et moi, je pense que la seule solution, c'est ça. Et je vais vous donner ma vision, vous allez me trouver fou. Je pense que la solution pour traiter les banques centrales, les problèmes des banques centrales, et c'est ce qui se dit de plus en plus à la Silicon Valley, etc., c'est la civilisation spatiale. Voilà.
Parce que si vous allez en civilisation spatiale, le terrain de jeu s'agrandit de manière considérable. Donc, le PIB peut croître de manière titanesque. Et donc, à ce moment-là, la dette que vous avez eue, bah, vous pouvez la gérer parce que vous avez un afflux de nouvelles, de nouveautés, etc. Et c'est ce qui s'est déjà passé. Hein. Quand on a fait la conquête des Amériques, on était très endetté avant, on a fait la conquête des Amériques. Enfin, voilà, c'est un truc qui existe déjà, sauf qu'à l'époque, on a fait sur notre boule, et que là, vous essayez de vous dire que vous allez sur quelque chose d'après. Après, là, ouais, Alors, on est vraiment sur du très très long terme. Hein. C'est vrai que ah oui, oui, bien sûr. nos abonnés, tu le sais, Arthur, n'investissent pas à un horizon de temps de 500 ans, Non, malheureusement. mais Et on voilà. espère pouvoir vivre 5 siècles. Ce n'est pas encore le cas. Non, mais quand on parle de politique monétaire de très long terme, c'est ça en fait. Voilà. Et il faut bien vous dire que même si je pense que la civilisation spatiale, on la verra avant 500 ans. À mon avis, ce qu'on a vu comme évolution là, c'est cette dernière décennie, on va dire, parce qu'on a eu 2 décennies perdues, à peu près 90-2010. Mais en gros, depuis 2010, on a eu une explosion qui est quand même considérable et qui pousse beaucoup dans ce sens-là et il y a des choses qui vont se passer. Donc moi, je suis plutôt sur cette vision-là. Je pense qu'on traitera jamais la dette par l'inflation. Vous la traiterez encore moins par découper les dépenses, parce que si vous découpez les dépenses, bah, forcément, les gens, ils sont pas payés, ils détiennent, ils ont plus de ressources, etc. Vous pouvez optimiser la dépense, mais quand on a les dettes de la France, des États-Unis, de la Chine ou du Japon, c'est pas l'optimisation des dépenses qui va faire que vous allez réussir à rembourser votre dette. Hein. Vous êtes sur un montant, voilà. Soit il faut faire des vrais haircuts, soit il faut une très très grosse inflation, soit il faut une très grosse hausse des taux. Et si vous faites des haircuts, de toute façon, ça veut dire que vous avez fait une guerre. Donc on revient au truc, c'est Troisième Guerre mondiale et voilà. D'accord. Bon, donc pour résumer, prudence sur les bancaires, surveiller ce que vont faire les banques centrales. Donc, merci beaucoup, Arthur, pour ces précisions. Je rappelle que tu es en live tous les mercredis à 17h30 pour la bourse au quotidien et pour découvrir les 5 valeurs à intégrer dans votre PEA choisies par nos experts de la bourse au quotidien. Vous pouvez cliquer sur le lien en bas de la description de cette vidéo pour vous abonner gratuitement. Voilà. Bah, merci, Arthur. Bah, ciao, ciao. Ciao.